Alors, c'est cette année croisée, ça veut dire que la France et le Vietnam échangent dans le domaine du tourisme, mais pas seulement. Et là, vous avez été à la redécouverte de ce pays. Vous n'étiez pas allé là-bas depuis? Oh, je vais régulièrement. Ah oui, bon, moi j'avais pensé régulièrement. Et la il y a dernière 5-10 ans, pas plus. Ah non, moins que ça. Ah, moins que ça. Oh, oui, moins que ça. C'est toujours aussi beau? C'est toujours aussi beau et cette année, c'était particulièrement intéressant. On a célébré les 60 ans de l'anniversaire de Dien Bien Phu en mai, je vous en avais parlé. Et justement, je me suis dit, ça mérite quelque chose de plus d'aller à la rencontre de ces peuples du Tonkin, c'est-à-dire le Nord-Vietnam, tout près de la frontière chinoise, parce que on n'y va pas toujours. On fait Saigon, Hanoï et tout le centre, mais on va très peu dans le Tonkin. Et là, je vais vous dire, c'est hyper coloré. C'est des paysages fabuleux, fantastiques. Ça se passe autour de Sapa, qui était une station climatique très connue du temps de la colonie française. Et là, on va à la rencontre des Monts rouges, des Monts noirs, des Monts fleuris, des tailles blancs, des tailles noires. Ils s'appellent comme ça, les ethnies. Et ils font des différences entre eux. Vous avez taille blanc, taille noire, Dao rouge, Zao noir, Monts noir, ouais, et même Monts fleuris. Ils ont des jolis noms. Vous avez rencontré des gens qui parlent français encore? Ah oui, puis il y a quelques touristes quand même dedans, mais il y a toujours au Vietnam des gens qui parlent français. Bon, allez, allons-y. Moins qu'avant, mais quand même. Nous sommes à 1650 mètres d'altitude, au pays bleu du Haut-Tonkin, loin des sentiers battus du tourisme vietnamien, au pays des ethnies minoritaires. On en recense jusqu'à 54, soit environ 14-15% de la population. Monts noirs, rouges, blancs, verts et même fleurs, en fonction de la couleur de leur costume. Chassées de Chine par l'empereur Ming au XVIIIe siècle, elles se sont établies dans les hautes montagnes du Tonkin, petit à petit sédentarisées, dans des villages comme Tavan ou Tafin, où la calligraphie précise des rizières redessine le paysage. Ici, les paysans sont artistes. Depuis que la culture du pavot est interdite, ils se sont recyclés dans le maïs, le riz, le coton, le chanvre. Leur village constitue de magnifiques territoires de randonnée. Les Monts noirs, chaussés de tongs, les jambes bandées de guêtres, y sont majoritaires. De l'autre côté du pont, la cloche a sonné. C'est l'heure des mamans et du grand rangement. À l'école, le ramassage scolaire est non homologué. Les Hmong honorent les esprits. À Chapa, sous l'influence des missionnaires, certains ont épousé le catholicisme. Chapa, c'est un peu le Chamonix vietnamien. Du temps de la colonie, ce fut d'abord un sanatorium pour les militaires, avant de devenir une station climatique pour la bourgeoisie de Hanoï qui venait y prendre le frais. Prévoyez tout de même une petite laine. Les ethnies descendent chaque jour au marché, s'y côtoient Monts noirs, Monts rouges et Zao avec leurs besaces à pompons, herbes fraîches et alcool de riz. Les poulets tiennent le haut du pavé, toujours dignes, même figés dans une chorégraphie post-mortem. Bon appétit les filles! Plus loin, la route enroule ses paysages en bosses de buffle, déroule encore ses rizières jusqu'à la frontière chinoise. À La Hockey, le train de nuit est en partance pour Hanoï, s'y croisent routards de toute génération et vietnamiens voyageurs, qui s'en vont saluer en procession le père de la nation en son mausolée, très ostentatoire. Pas vraiment ce que Chi Minh aurait souhaité. À 2 pas de là, sa première demeure en pierre où il résida de 54 à 58. Au garage, sa 404 officielle. Puis, jusqu'à sa mort en 69, il lui préféra cette maison tout en teck sur pilotis, plus conforme à son ascétisme. Il en avait lui-même dessiné les plans et imaginé l'agencement. Hanoï, capitale du Vietnam,
à la fois immuable et prise dans un tourbillon frénétique où la circulation est un petit miracle de tous les instants. Depuis le pont Paul Doumer jusqu'aux berges du lac, à Onken, qui retrouve sa quiétude à la tombée du jour. Chose qui a changé par rapport aux images que l'on avait dans les années 70-80, c'est qu'ils ont un casque maintenant. Voilà, à c'est l'époque, ça courait exactement dans ça. tous les sens. Et avant, c'était des vélos au tout début. Oui, bien sûr. Voilà. Et même en sens inverse. Voilà. Il y en a un qui remontait le... Complètement, mais c'est sans arrêt ça. Hein. C'est Alors, sans vous parliez arrêt. de Hmong, c'est une ethnie, Oui, c'est l'ethnie... c'est pas un gâteau, c'est une ethnie. C'est pas une couleur, c'est pas un gâteau, c'est pas un fruit. Mais c'est une c'est-à-dire que ethnie. les Hmong, H-M-O-N-G-S, ont à l'intérieur du groupe plusieurs ethnies. D'accord. Vous avez des noirs, je crois qu'il y a des rouges, il y a des fleuris, ça c'est encore plus drôle. Et pour vous guider, il faut vous renseigner auprès de la Maison de l'Indochine pour aller parcourir ces paysages absolument fantastiques et fabuleux. Il faut y rester combien de temps? Oh, écoutez, il Non, faut mais c'est savourer. raisonnablement. Raisonnablement, chez eux, il faut y rester au moins 3 jours. Ah oui, moi je pensais une semaine. 3-4 d'accord. jours, voilà. Coûte cher? Ça coûte entre 1450 € pour un circuit de 9 jours et 2630 pour un Oui. circuit de 13 jours. Merci beaucoup, tout compris. Hein. Tout compris. Merci beaucoup. Les 4 vérités avec Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.